9 morts dans un naufrage à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Hier soir, un bateau a fait naufrage sur le fleuve Congo, dans la localité de Mambutuka. Plusieurs centaines de personnes auraient été secourues. Selon le ministre des Transports, le drame serait dû à une mauvaise manœuvre du commandant de bord qui serait allé percuter une balise. La RDC avec le retour à Kinshasa de la délégation désignée pour dialoguer avec le M23. Le groupe composé de sénateurs, députés, membres de la société civile était emmené par le chef de la diplomatie, Raymond Tshibanda. Ils retourneront à Kampala le mois prochain pour reprendre les très délicats pourparlers avec le mouvement rebelle actif dans l'est du Congo. Enfin, le président de l'Assemblée nationale réagit au dernier communiqué des députés pro-Kengo Wadondo. Ces députés estiment que la cohésion nationale ne se décrète pas en temps de crise, mais selon Aubin Minakou, elle est au contraire en train de se construire en RDC. Pour preuve, selon lui, les pourparlers de Kampala s'effectuent sous le regard de parlementaires de la majorité et de l'opposition. Ainsi, dit-il, si des accords sont signés, il ne pourra pas y avoir de clause secrète entre le pouvoir et le M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Population dans l'est de la RDC, au nord Kivu, ne tend pas vraiment vers l'amélioration non plus, notamment à Goma, où l'insécurité est telle que la MONUSCO a déployé un nouveau dispositif sécuritaire. Rappelons que selon le HCR, plus de 900 000 personnes ont été déplacées par les combats dans le nord Kivu. Les négociations entamées le 9 décembre à Kampala entre les rebelles du M23 et Kinshasa ont été suspendues vendredi jusqu'à début janvier. En attendant une amélioration de la situation sécuritaire, l'UNICEF et le CICR signalent que depuis novembre, quelques 776 enfants, dont des bébés, sont toujours séparés de leur famille. Voici Jean Métainier, responsable de l'UNICEF à Goma. Malheureusement, nous avons connu une situation où la population a paniqué. Les camps de réfugiés, de déplacés se sont vidés de leur population dans le nord de la ville et se sont regroupés vers la partie ouest de la ville. Et malheureusement, on s'est retrouvé avec cette situation où malheureusement, de nombreux enfants ont été séparés de leur famille pendant cette panique. Et aujourd'hui, comme vous l'aviez mentionné, on a déjà près de 800 enfants qui ont été séparés de leur famille. Il y a notamment parmi ces enfants des bébés. La majeure partie des enfants qui ont été séparés ont entre 6 et 15 ans, mais il y a quelques nourrissons et quelques très jeunes enfants. On parle de quelques dizaines, mais c'est une situation d'autant plus compliquée qu'il est très difficile de faire de la réunification familiale pour ces très jeunes enfants. Alors justement, comment procédez-vous pour les tout petits, même voire jusqu'à 4 ans finalement, qui ne peuvent pas forcément expliquer précisément qui sont leurs parents ? On a un certain nombre de techniques qui sont mises en place par notre partenaire qui est en charge de ce programme. En particulier, on va faire les photos des enfants, essayer de prendre un certain nombre d'informations qui sont liées à l'enfant lui-même, mais aussi on recherche des parents qui ont perdu leurs enfants, leurs jeunes enfants, et essayer de voir entre les dires d'un côté des parents qui ont perdu leurs enfants et de l'autre côté des enfants qui ont été aujourd'hui retrouvés et identifiés, d'essayer de voir. Le chiffre qu'on a, 776 enfants, sont des enfants qu'on a déjà retrouvés. Ils sont séparés de leur famille. Mais est-ce qu'il y a un nombre approximatif d'enfants disparus ? Malheureusement, on n'a pas d'informations très précises. Bien entendu, il y a eu un certain nombre de personnes, et en particulier d'enfants, qui ont été touchés par des balles perdues lors des combats. Il y a bien entendu des enfants qui ont éventuellement été enrôlés, etc. Mais là, on n'a pas de chiffres précis à ce sujet. On parle probablement de quelques dizaines. Jean Métainier, responsable de l'UNICEF à Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, un général a été assassiné cette nuit à Kinshasa. Il s'agit du général Bikweto, un Congolais d'expression Kinyarwanda. Il était le commandant en second de la base de Kitona dans le Bas-Congo. C'est un homme qui a une longue et riche carrière derrière lui, une carrière entamée sous le maréchal Mobutu. Le général Bikweto a été abattu à quelques 50 mètres de sa résidence quinoise. Les dernières informations avec Kamanda Wakamanda Muzembe. C'est un assassinat planifié, une exécution politique. Certains proches de feu le général Alphonse Bikweto Tenayamo ne croient pas à la thèse d'un meurtre perpétré par des simples brigands. Ils parlent d'une stratégie qui viserait l'exécution des leaders hutus congolais
pour discréditer le gouvernement congolais en l'accusant de faire la chasse à tous les rwandophones. Cette stratégie devrait permettre de parvenir à une balkanisation de fait de la RDC par la création d'une province où ne vivraient que Hutu et Tutsi. Pour la police, les premiers éléments de l'enquête mènent vers un crime de droit commun, mais prudent. Les enquêteurs affirment que certains gestes posés par ceux qui ont abattu le général Bikwéto soulèvent des interrogations. Les criminels ont fouillé la victime et ont emporté sa carte d'identité militaire, son arme et d'autres effets. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du Congo, le gouvernement prend une série de sanctions après le naufrage d'un navire sur le fleuve Congo vendredi. 9 personnes sont mortes, 246 autres ont pu être secourues. Les commissaires fluviaux des localités de Mbandaka, Lissala et Bumba, situées dans la province de l'Équateur, ont été suspendus et mis à la disposition de la justice. C'est de là qu'était parti le navire. Même mesure prise pour le commissaire fluvial de Kinshasa. Le ministre des Transports a également annulé le certificat de navigabilité de l'armateur, tout comme les certificats de capacité de son personnel navigant. Selon le ministre, le naufrage est dû à une mauvaise manœuvre du commandant de bord qui aurait heurté une balise. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En jachère, les négociations de paix qui se tiennent à Kampala en Ouganda entre représentants du gouvernement de Kinshasa et de la rébellion M23. Les participants ont été invités par la médiation ougandaise à remettre ça au mois de janvier prochain pour sans doute permettre à chaque camp de passer dans un climat autre que celui des discussions, les fêtes de fin d'année et bien entendu d'aller pourquoi pas voir dans quelles conditions mettre un peu d'eau dans son vin afin de faire évoluer positivement les choses à leur retour. C'est dans ce cadre que sont arrivés hier dans la capitale congolaise les membres de la délégation des représentants de la partie gouvernementale qui ont trouvé une ville de Kinshasa endeuillée par le naufrage d'un ferry dans les eaux du fleuve Congo, naufrage au cours duquel au moins 9 personnes ont trouvé la mort alors qu'une soixantaine d'autres sont portées disparues sur les 300 qui avaient pris place à bord de l'embarcation. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est du Congo-Kinshasa, les combats ont cessé entre le M23 et l'armée et les humanitaires en profitent pour réunir les familles. Oui, l'offensive des rebelles dans la région de Goma a entraîné beaucoup de déplacés. Résultat, des centaines d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans ont été séparés de leurs proches. Différentes organisations comme le Comité international de la Croix-Rouge et des ONG locales organisent donc le rapprochement des uns et des autres. Anne-Marie Alter, responsable du CICR à Goma. Jusqu'à la fin de la semaine dernière, le CICR avait enregistré 315 enfants qui avaient été séparés pour cause du conflit armé. Au jour d'aujourd'hui, 157 enfants ont été réunifiés avec leurs familles. Des enfants qui ont été retrouvés soit par le CICR, soit par des centres d'accueil comme Don Bosco à Goma. Par la suite, le CICR a travaillé ensemble avec des volontaires de la Croix-Rouge du Congo, justement, qui sont dans les villages ou qui travaillent dans les camps de déplacés, parce que les familles, bien sûr, ils cherchent aussi leurs enfants. Alors, il faut mettre ensemble, en fait, ces informations. Quand il y a une famille qui vient, qui demande après son enfant, et nous, on a des informations d'enfants qui cherchent leurs parents, qu'on mette ces deux ensemble. Et une fois qu'on est sûr qu'il s'agit bien de l'enfant de cette famille, on les ramène. Alors oui, c'est un travail qui est assez intensif, mais on est très heureux d'avoir déjà réunifié presque la moitié des enfants qu'on avait enregistrés, ce qui montre quand même que les familles ne sont pas parties très loin d'ici. Anne-Marie Alter, responsable du CICR à Goma, au téléphone avec Hélène. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Parmi les 20 signataires de cette tribune figure notamment l'ancien boxeur champion du monde Mohamed Ali, l'ancien président du Conseil constitutionnel Robert Bandeter, la ministre de la francophonie Yamina Benguigui, l'ancien président sénégalais et secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf, mais il y a aussi les Congolais Denis Mukwege, gynécologue et prix des droits de l'homme des Nations Unies. Sans mâcher les mots, il qualifie les M23 d'un groupe des escadrons portant des beaux uniformes et brandissant des armes neuves et qui font des incursions à Goma et sèment la terreur dans sa périphérie, qui ravagent et tuent, qui violent par centaines des milliers de femmes et les enfants pour terroriser la population. Ces personnalités déplorent qu'un drame se joue au Kivu en ce moment même avec déjà des millions de morts et d'autres millions de vies dévastées. Un drame que la communauté internationale pourrait arrêter à l'instant. Il lui suffit
estime Jacques Chirac et compagnie de donner l'ordre aux 17 000 soldats de faire leur métier et de remplir leur mandat. Leur métier des soldats, insistent ces grandes personnalités, et leur mission de garantir la paix et la dignité de l'espèce humaine. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Kivu, on viole et massacre dans le silence. Tel est le titre d'un appel publié par Le Monde et signé entre autres par l'ancien champion du monde Mohamed Ali, l'ancien président français Jacques Chirac, son homologue sénégalais Abdou Diouf, président de l'Organisation de la francophonie, et l'ange de Bukavu, le gynécologue Denis Mukwege, qui se consacre à la réparation des organes génitaux des femmes violées. Parlant de la MONUSCO, ils écrivent notamment « Faute d'application réelle de son mandat pour intervenir, ces 17 000 soldats regardent et constatent. » L'horreur ces derniers jours a franchi un nouveau degré. Des escadrons, dont le groupe baptisé M23, font des incursions à Goma et sèment la terreur. Ils portent de beaux uniformes et brandissent des armes neuves. D'où viennent-ils ? Ils ravagent, ils tuent et ils violent. Ils violent par centaines de milliers les femmes et les enfants pour terroriser la population. Ils violent pour détruire, ils violent pour arracher à jamais les identités. Et les enfants qu'ils n'ont pas massacrés, ils les enrôlent de force. Et pendant ce temps-là, les 17 000 soldats de la MONUSCO attendent une résolution du Conseil de sécurité qui leur permettrait d'agir, soulignent les signataires de l'appel publié par le journal Le Monde. Idrissa Seydou a demandé aux représentants d'une association de jeunes manifestants pour la justice et la paix dans l'est du Congo, Luc Nkulula de Goma, ce qu'il pensait de l'appel de ces personnalités internationales au Conseil de sécurité de l'ONU. Il dit qu'il n'a jamais connu la paix pendant ses 28 ans d'existence et son association n'a jamais épargné ses critiques à la MONUSCO. Ils ne sont pas à l'ère première. Il y a de cela, je pense, 3 ans, ils nous ont dit qu'ils allaient commencer à appliquer le chapitre 7 pour craindre les rebelles à pouvoir lâcher cette région ici. Ce fameux chapitre 7 n'a jamais été d'application jusqu'à aujourd'hui. La preuve est que les troubles continuent, la région continue à demeurer toujours rouge. Et ce que je voudrais plutôt rappeler, c'est que pour ce qui concerne la question de l'Est, les déclarations ne sont pas suffisantes. Nous, ce que nous demandons, et à la MONUSCO et au gouvernement, ce sont des actions concrètes. Donc ces déclarations, c'est les réformes qu'on attend tous les jours. On fait des déclarations, on dénonce, on prend des mesures, mais des mesures qui n'ont jamais été l'objet de suivi. Alors c'est ça qui nous écoeure. Aujourd'hui, si vous arrivez ici à Goma, vous verrez le camp de réfugiés où d'ailleurs la MONUSCO est en train d'assurer la sécurité. Moi-même, j'y étais aujourd'hui. Chaque nuit, on vous dit qu'il y a des coups de balles qui crépitent partout. Ces déplacés de guerre ne savent pas pourquoi on crépite et la journée, par moment, on assiste à des cadavres dans le camp et la MONUSCO, elle est là présente en train d'assister à tout ça. Moi-même, j'ai été témoin oculaire. Aujourd'hui, j'ai eu des témoignages de déplacés qui m'ont dit que la dernière fois qu'il y a eu des coups de balle, c'était vendredi la semaine passée. Donc, cette sécurité et toutes ces déclarations ne servent à rien. Ce que nous, on veut sur le terrain, c'est le concret. On voudrait qu'ils mettent en pratique ce qu'ils déclarent, ce qu'ils arrêtent comme décision en faveur de la population, bien sûr. C'était de Goma, Luc Nkulula, représentant d'une association de jeunes manifestants pour la justice et la paix dans le Nord Kivu. Quant au président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mwiti, il a rendu un vibrant hommage au courage des populations du Nord et du Sud Kivu, tout en se disant optimiste quant aux résultats des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Au micro d'Idrissa Seydou, le président de la société civile du Nord Kivu. L'année écoulée a été pour le Nord Kivu une année de difficultés graves, une année des atrocités, une année de pillage, de pauvreté du côté de la population, mais aussi une année de dynamisme extraordinaire. Vous savez, la population du Nord Kivu, c'est une population vraiment dynamique. Quels que soient les problèmes et les difficultés traversées, la population a continué à survivre, quelle que soit la pauvreté à outrance à laquelle elle a été plongée. Elle a survécu, les enfants, certaines familles ont continué à scolariser leurs enfants.
les hôpitaux ont continué à fonctionner et donc nous pensons que quelles que soient les difficultés, les familles ont continué à tenir, à s'accrocher. C'est pourquoi je voudrais d'abord commencer par présenter ce que nous appelons chez nous Polé, à toutes les familles du Nord Kivu, du Sud Kivu, par rapport à toutes les difficultés traversées durant cette année. Et pour répondre à votre deuxième question, est-ce que nous avons quelque chose que nous pouvons dire par rapport à l'année prochaine? Nous pensons que l'année prochaine, c'est en fait une année d'espoir, une année d'espérance, puisque le fait que les deux partis, les deux belligérants, donc le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo se soient mis autour d'une table. C'est en fait la société civile qui a, à son temps, demandé à ce que les partis se mettent autour d'une table pour réévaluer l'accord revendiqué par le M23. Comme cela a été respecté à notre niveau en tant que société civile, nous ne pouvons que dire qu'il y a espéré, puisque tout conflit bien géré se termine toujours par des fruits avec espérance, si et seulement si le conflit est bien géré et si les partis arrivent à se comporter dignement. Et donc, c'est une recommandation à notre niveau de dire aux belligérants de se comporter comme des citoyens de ce pays et éviter de rester des citoyens que l'on appelle des marionnettes au service des pays voisins, des marionnettes au service des tireurs de ficelles qui ne font qu'exécuter des plans qui ne sont pas terre. C'était le président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin-Mouiti. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les autorités congolaises se méfient de la fin de l'année. En ces périodes de fête, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises dans la capitale. Les habitants craignent notamment de nouveaux incidents après des violences le jour de Noël. Correspondance Kamanda Muzembe. De nombreux habitants de la capitale dénoncent des actes d'agression contre la population. Des gangs de quartier se sont illustrés le jour même de Noël. Bon, c'était des jets de pierres, non seulement les jets de pierres, mais aussi des bouteilles. Et il y a d'autres aussi qui utilisaient de machettes. Il y a eu de blessés, oui, mais de part et d'autre, c'était deux groupes qui ne s'entendent pas. Et c'est par là qu'il y a eu la bagarre. La police n'est pas venue en tout cas. La mort du général Bikweto abattu la nuit de Noël suscite beaucoup de questions. Alors si un général de l'armée peut tuer devant chez lui un période de fête, et qu'est-ce qui nous reste à nous, les petits citoyens? Il y a des communes où l'accès est difficile à partir de certaines heures. Je prends l'exemple de ma propre commune, la commune d'Ngiringiri, où il ne fallait pas accéder au-delà de 22 heures. Vous êtes attaqué par de jeunes gens qui sont armés par des armes comme la machette, bêche et tout. Pour les responsables de la police, la situation sécuritaire s'est améliorée par rapport aux années précédentes. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, une vingtaine de personnalités internationales, dont l'ancien président français Jacques Chirac et l'ancien boxeur américain Mohamed Ali, appellent l'ONU à remplir son mandat en RDC. Le texte publié hier dans le quotidien français Le Monde est également signé par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf et Valérie Trierweiler, la compagne du président François Hollande. Toujours à propos de la RDC, le député de l'opposition Roger Lumbala, qui s'est exilé en Ouganda après avoir été soupçonné par Kinshasa de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, qui affiche ouvertement son soutien aux rebelles du M23. Le président Kabila, dit-il, n'écoute que le langage des armes, et s'il accepte aujourd'hui de négocier, c'est parce que justement le M23 a pris les armes. Je rappelle que le M23 réclame notamment la pleine application de l'accord de 2009, ayant intégré dans l'armée régulière ces hommes appartenant alors à un autre mouvement de rébellion. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Rwandais et Burundais vivant dans la ville de Lubumbashi, au sud-est de la RDC, exigent leur délocalisation vers un autre pays. Ils disent être l'objet de menaces de mort de la part des Congolais qui les assimilent aux rebelles du M23. La situation de ces réfugiés préoccupe les organisations de défense des droits humains de la région. Reportage à Lubumbashi d'un de nos correspondants à RDC, Lucien Kaosé.
Ils sont au total 513 ménages à Lubumbashi, nous ont fait savoir les responsables de ces deux communautés de réfugiés rwandais et burundais, mais seulement une trentaine d'entre eux font des sit-ins devant le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés. Écoutons quelques-uns de ces manifestants. Nous sommes réfugiés du Rwanda et du Burundi. Nous souhaitons que les HCR nous déplacent de la République démocratique du Congo. Parce que notre situation sécuritaire est précaire, il y a le M23 qui est en train de balader les choses à Goma, à l'est du Congo, et alors nous craignons que demain ou après-demain, ça peut nous arriver. Nous, à la maison, on a été agressés chez nous. Par qui? Un certain monsieur, bon, je ne connais pas son nom. Il nous dit, derrière moi, vous êtes les sanguinaires, vous êtes en train de tuer nos frères à l'est, et ici vous venez encore pour encore nous faire la guerre. Et puis, il vous dit quoi? Moi, et d'ailleurs, vous tous, si je vous connais, je vais commencer à ramasser un à un jusqu'à ce que je vais vous exterminer. Pas de sécurité en Lubumbashi, puisque une fois que nous sommes en route, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des Rwandais ou bien des Burundais, dont les gens provenant de l'Est du Congo. Si une fois nous disons que nous sommes de l'Est du Congo, on nous qualifie comme des M23, comme des rebelles, comme des quoi. Pour ne pas être dérangés ici, vaut mieux qu'ils nous déplacent et nous envoient dans un autre pays pour que nous ne soyons pas attaqués. Contactés, les responsables du Haut Commissariat pour les réfugiés Lubumbashi n'ont pas souhaité réagir à notre micro. Toutefois, les chargés de la sécurité des réfugiés a expliqué à la BBC que la délocalisation des réfugiés exige de longues procédures administratives. Ça prend généralement beaucoup de jours, voire même des années. Cette situation préoccupe les défenseurs des droits de l'homme basés à Lubumbashi. Grégoire Moulamba, directeur du Centre des droits de l'homme et des droits humanitaires. Les réfugiés, je pense, on doit aussi respecter les réfugiés. Ils ont aussi leurs droits que de les traiter de cette façon ici. Des institutions des droits de l'homme ont tenté à rencontrer nos amis des HCR. C'était sans succès. Nos amis sont en insécurité. Qu'on les amène ici en Zambie, qu'on les amène en Zambie. Là où ils se sentent à l'aise, qu'on les amène là-bas. Les réactions des Congolais face aux démarches de ces réfugiés divergent. Les réfugiés rwandais sont à l'aise avec tous les Congolais ici. Ils passent et ça donne à toutes sortes d'activités. Ils sont dans des milieux publics, ils sont bien reçus. Ceux qui ont une connaissance, ils sont bien reçus partout. À cause de rancune qu'il y a entre le Congo et le Rwanda, c'est sûr que les gens se sont gênés, mais ils peuvent rester. Mais vous, les Louchois, vous êtes d'accord qu'ils restent là? Il n'y a pas de problème? Bon, pour moi, je suis d'accord qu'ils puissent rester. Moi, tout d'abord, je n'aime pas les Rwandais. Si on trouve les Rwandais, il faut l'arrêter. Non, nous ne voulons pas les refuser Rwandais, car il me fait vraiment souffrir. Il doit quand même arrêter de se faire réfugier. Il y a beaucoup de pays, les Zambie, les autres pays, mais pas ici au Congo quand même. Pourquoi? Ce ne sont pas vraiment les gens qui n'ont pas vraiment l'amour avec les Congolais. Pour moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait des réfugiés rwandais ici au Congo. Pourquoi on peut accepter qu'on loge un bandit, un agresseur dans ma maison? De ma part, je n'ai pas de problème avec les Rwandais qui sont réfugiés ici parce qu'ils ont fui la guerre. Un jour, moi aussi, je peux me retrouver réfugié quelque part, soit au Rwanda, soit dans un pays quelconque. Pour le maire de Lubumbashi, Sanguza Mutunda, la sécurité est bel et bien assurée à toutes les communautés vivant à Lubumbashi. Lubumbashi a toujours été une ville hospitalière. Nos amis là, réfugiés, ils ont fait longtemps ici à Lubumbashi. Ils sont partout à la cité, et on les voit partout, ils vivent avec les Louchois et les Louchois sans problème. Qui les a menacés? À moins qu'eux-mêmes préfèrent rentrer chez eux. Mais dire qu'il y a les sécurités à Lubumbashi, on va les attaquer, c'est un faux problème. Parce que nous sommes là, nous vivons avec tout le monde à Lubumbashi et nous continuerons à vivre avec tout le monde. Nous ne sommes pas là pour aller attaquer les pauvres réfugiés qui habitent chez nous. Lubumbashi, il n'y a pas seulement eux qui habitent Lubumbashi, il y a beaucoup de gens qui habitent Lubumbashi. Lubumbashi maintenant est habité par plusieurs personnes qui viennent de tous les coins du monde. Depuis Lubumbashi, Lucien Kaozi-Kocha pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nation de l'Est de la République démocratique du Congo, l'année 2012 aura été une période supplémentaire d'instabilité à cause notamment de la guerre qui a provoqué entre autres souffrances et difficultés le déplacement de dizaines de milliers de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Instabilité qui s'est accentuée en avril dernier par le déclenchement de la rébellion du M23. L'année se termine ainsi par une psychose généralisée dans la ville de Goma, en l'occurrence, capitale du Nord Kivu, prise en tenaille entre les rebelles et les FARDC. Dans l'attente de la reprise du dialogue de Kampala,
ajourné par le médiateur ougandais jusqu'au 4 janvier 2013. Un reportage du correspondant de la Voix de l'Amérique pour l'Est de la RDC, Primo Pascal Rudaigua, retraçant les événements majeurs qui se sont produits dans son pays au cours des 12 mois passés. L'année 2012 a été caractérisée par l'insécurité généralisée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les groupes armés ont sémé la terreur, ils ont tué et violé dans les territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru, Lubero et Beni. Au mois d'avril, le chef de l'État avait suspendu les opérations à Manileo au nord et au sud Kivu. Nous suspendons les opérations à Manileo pour passer au mode pratique et classique de l'armée. Toutes les unités qui sont dans les deux provinces seront désormais sous le commandement de leur région militaire. La mutinerie a immédiatement commencé au sein de l'armée et a donné naissance aux rebelles du M23. Les experts des Nations Unies et le gouvernement congolais ont accusé le Rwanda de soutenir cette nouvelle rébellion. Mais Kigali a rejeté toutes les accusations et a promis de travailler avec Kinshasa pour ramener la paix dans la région. Louise Mushikiwabo, ministre rwandais des Affaires étrangères. Quand on parle d'une solution pacifique, c'est clair pour le Rwanda et pour le Congo, puisque c'est ça le sujet de nos pourparlers. La guerre n'est pas une solution. Toute la communauté internationale a été mobilisée cette année pour condamner cette nouvelle rébellion. Le conseiller spécial de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo est allé jusqu'à Kigali pour interdire tout soutien au M23. Les États-Unis encouragent aussi résolument tous les pays voisins à jouer un rôle constructif pour le maintien de la stabilité dans l'Est du Congo. Les rebelles du M23 sont allés de la colline de Runyoni jusqu'à occuper des espaces dans les territoires de Rutshuru et au mois de novembre, ils ont chassé l'armée régulière pour occuper la ville de Goma pendant 10 jours. Ils ont quitté Goma sur demande des chefs d'État de la CIRGL pour donner la chance aux pourparlers de Kampala. Bertrand Bissimois est le porte-parole du M23. Alors nous disons que même si le gouvernement pouvait nous demander de reculer de 1000 km, on le ferait si seulement c'est le prix à payer pour la paix. Et nous l'avons fait. L'année 2012 s'est clôturée par le début de pourparlers entre le gouvernement et le M23. Malgré le retrait des rebelles du M23 de la ville de Goma, les habitants continuent à vivre dans la psychose, explique Madame Marie Chematsi, ministre provinciale de l'information et porte-parole du gouvernement du Nord Kivu. L'état d'esprit de la population est dominé par une psychose généralisée, faisant état d'un éventuel assaut du M23 sur la ville de Goma. À ce propos, le Conseil appelle la population à ne pas céder aux intoxications, manipulations ou rumeurs qui constituent une stratégie des ennemis de la paix. Goma, Primo Pascal Rudaigua, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, les agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme sur le sort des enfants. Des milliers d'entre eux, disent-elles, courent de gros risques de violences sexuelles, de kidnapping et d'enrôlement forcé dans les rangs des groupes armés. Et de nombreuses familles ont été séparées en fuyant la récente flambée de violence dans l'est du pays, et les travailleurs humanitaires œuvrent à la réunification de ces familles avant qu'il ne soit trop tard. Morgane Guériac. Quand les rebelles ont attaqué leur village, Imani, Anissé, Baraka et Kibongé, qui n'a que 4 ans, sont allés se cacher dans les forêts avoisinantes. Leurs parents, qui étaient allés chercher de la nourriture pour eux, étaient dans le désarroi à leur retour. Joséphine, leur mère, s'adressant à des représentants de Save the Children. Joséphine dit avoir peur que ses enfants succombent à la faim et à la maladie, parce qu'ils sont seuls et ne peuvent aller nulle part. Elle est très inquiète de tout ce qui pourrait leur arriver de mauvais. Les parents se sont réfugiés dans un camp de déplacés. Ils ont pu ainsi, grâce à l'aide de Save the Children, retrouver leurs enfants. Anissé, 10 ans, raconte. Quand j'ai été séparée de ma mère, je me sentais tellement mal que je ne pouvais même pas manger. Maintenant, dit Anissé, je me sens beaucoup mieux. Selon les agences caritatives, presque 1 million de personnes ont été déplacées dans la province du Nord Kivu lors des récents affrontements avec les rebelles du M23 et les FARDC gouvernementales.
Après avoir occupé Goma, la capitale du Nord Kivu, les rebelles se sont retirés en échange de pourparlers avec le gouvernement à Kampala en Ouganda. Save the Children a identifié quelques 923 enfants séparés de leur famille dans les régions les plus affectées par la violence, et il y en a probablement des milliers d'autres dans des camps de la province, selon la porte-parole Katie Seaborn. Souvent dans le chaos, les familles fuient et elles sont séparées de leurs enfants. Ces derniers courent de gros risques et on ne peut que s'imaginer ce qu'ils peuvent endurer alors. Des travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge disent avoir trouvé de très jeunes enfants près des cadavres de leurs parents ou errant sur les routes. Nadine Kanyere a pu retrouver son fils, Ushindi, à Goma, il y a 2 semaines. Elle dit avoir repris goût à la vie avec ses enfants autour d'elle. Leur absence l'a presque tuée, confie-t-elle. Mais elle avoue ne pas savoir où aller maintenant. Et il faut rappeler que la vie dans les camps de réfugiés peut être souvent très dangereuse avec des rebelles qui tentent de voler l'aide humanitaire. Pour certaines familles, tout est bien qui finit bien quand il s'agit des horreurs vécues et de la manière dont elles ont dû fuir leur maison. Mais parallèlement, il y a des centaines, voire des milliers d'enfants qui continuent de se demander où se trouvent leurs parents et tentent de survivre seuls au milieu d'un conflit brutal.